Les oiseaux d'Amérique sont un ouvrage qui fait date dans l'histoire naturelle en tant que discipline occidentale moderne, parce que du point de vue scientifique d'abord, il apporte des nouvelles contributions. Sur les 435 espèces représentées par l'ouvrage, il faut savoir que 25 étaient précédemment non documentées par l'ornithologie. Ces nouvelles représentations sont le fruit d'expéditions scientifiques menées par Audubon dans tous les États-Unis, dans tous les territoires des jeunes États-Unis à cette période, c'est-à-dire des années 1810 aux années 1840. Au cours de ces expéditions, Audubon a pu étudier, observer de près ces spécimens, et puis il a pu également les collectionner et les échanger avec ses collègues naturalistes et collectionneurs de Naturalia. Dans un souci de justesse, de représentation et d'enseignement pédagogique, Audubon va s'attacher à dessiner tous les oiseaux, je le disais, grandeur nature, donc c'est-à-dire à échelle 1. Mais il va également s'attacher à les représenter dans leur environnement naturel. Jusqu'alors, les illustrations naturalistes représentaient généralement les animaux à échelle réduite et dans des environnements très conventionnels. Il existe bien sûr des exceptions, mais les oiseaux d'Amérique vont innover dans leur façon de rationaliser ce mode de figuration, ce mode de représentation, et dans leur prise en compte des milieux et de la cohabitation des espèces. C'est pour cela qu'on peut parler ici des premiers questionnements écologiques dans le sens d'une compréhension de l'organisation de la nature en écosystème, entre les animaux, les végétaux, les minéraux, le climat, et dans l'avancement de la connaissance de la biodiversité. Ici, nous avons un macareux moine, donc représenté à grandeur nature. Donc on voit que c'est un oiseau de petite, voire de moyenne taille. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la façon dont Audubon va nous renseigner sur le mode de vie de cette espèce. Il a représenté tout d'abord un couple, ce qui suggère ici le fait que les macareux vivent souvent avec un seul partenaire tout le long de leur vie. Et il montre l'un d'eux, la femelle ici, couvant dans un terrier et non dans un nid, comme la plupart des oiseaux, ce qui est assez étonnant pour une espèce d'oiseau. Par ailleurs, il va aussi les intégrer dans un paysage marin et préciser une multitude de détails, avec par exemple en arrière-plan une nuée d'autres macareux virevoltant dans les airs, pour préciser que l'oiseau est le macareux est un oiseau qui vit en colonie et qui passe la majeure partie de son temps sur la mer, mais qui vient se reproduire sur les côtes une fois l'année sur le rivage. Audubon accorde également une très grande importance à rendre visible, à travers ses représentations d'oiseaux, ses compositions, ce qu'il appelle les mœurs des oiseaux, c'est-à-dire leur comportement naturel, leurs habitudes, en somme leur caractère. Donc par exemple ici, avec cette planche des geais bleus, on voit combien Audubon admire d'abord la beauté de ces oiseaux, puisqu'il utilise une composition pyramidale, et a choisi de les représenter dans des attitudes différentes en laissant la part belle au plumage des oiseaux et pour apporter une forme de dynamisme, plusieurs points de vue sur les spécimens. Mais il déplore par ailleurs ce qu'il appelle l'égoïsme, la fourberie, la méchanceté de ces oiseaux, puisqu'il les représente en train de dévorer les œufs d'une perdrix ou d'une innocente colombe, comme il l'explique dans son ouvrage.
Et voilà, ici, il cherche à montrer cette perversion de l'animal qui se régale de la progéniture d'une autre espèce. Finalement, cette façon de représenter les oiseaux, de décrire leurs attitudes, ce que les sciences naturelles contemporaines dénonceraient comme de l'anthropomorphisme aujourd'hui, c'est finalement assez caractéristique de l'intention d'Audubon d'individualiser les espèces qu'il représente et de réaliser en fait des véritables portraits d'oiseaux. Face à certains de ses détracteurs, qui lui reprochent ce manque d'objectivité scientifique et de rigueur, Audubon il se défend en fait de réaliser ses dessins d'après nature, je cite, c'est-à-dire selon lui à partir de l'observation des oiseaux in situ sur le motif et non à partir des collections naturalisées que l'on peut trouver dans les muséums ou dans des cabinets privés, comme cela se faisait finalement très souvent dans des anciennes publications ornithologiques comme celle par exemple de Buffon et de son ornithologie, de son histoire naturelle des oiseaux. Donc ces différentes contributions scientifiques vont faire des oiseaux d'Amérique un ouvrage majeur pour l'histoire des sciences et pour l'histoire de l'ornithologie. Mais c'est un ouvrage qui constitue également un jalon dans le domaine de l'édition et de la gravure d'art, parce qu'il investit des innovations techniques majeures. Ce qui frappe en premier lieu quand on regarde les oiseaux d'Amérique, c'est leur monumentalité. Le format est appelé double éléphant folio. C'est un format britannique qui mesure 102 cm de hauteur par 69 cm de largeur. C'est le format d'imprimerie le plus grand qui soit pour l'époque. Leur production est en elle-même un véritable tour de force puisqu'elle implique la fabrication, la gravure, la manipulation, la mise sous presse d'immenses plaques de cuivre, sans oublier également la manipulation de grandes feuilles de papier. C'est donc une édition très rare, en tout cas par ce format, et une autre édition très connue de ce type de format double éléphant est celle de la Description d'Égypte, l'édition impériale, publiée à Paris au retour de la campagne napoléonienne. Ce qu'on comprend ici, c'est que les oiseaux d'Amérique s'inscrivent dans cette très longue tradition de l'édition scientifique de prestige. Le flamant rose, par exemple, est tout à fait caractéristique de la grande qualité d'exécution qui caractérise les oiseaux d'Amérique. L'oiseau, toujours en taille réelle, occupe toute la surface de la planche et justifie à lui seul l'usage du double éléphant folio. Mais on peut remarquer qu'Audubon a néanmoins dû faire des concessions du point de vue scientifique, puisqu'il devait répondre à ce qu'on appelle la loi du cadre. Et cette représentation de flamant rose est finalement anatomiquement incorrecte. En fait, l'oiseau, dans la réalité, ne peut pas plier le cou de cette façon. Il a dû donc adapter son spécimen à un format aussi grand que possible, mais qui finalement ne suffit pas pour la taille de cet oiseau. Donc cette image est en partie une construction visuelle, mais elle témoigne tout de même du soin et des moyens qui ont été mis en place pour créer un ouvrage d'exception. Et de fait, en 1830, les oiseaux d'Amérique sont vendus au même prix qu'une voiture de luxe avec 2 chevaux à Londres. Le procédé de gravure est également très innovant. À cette période, il s'agit de l'aquatinte. C'est une technique de gravure à l'eau forte qui a été mise au point dans les années 1770 en Angleterre. Parce qu'elle permet de restituer différentes tonalités de gris et parce qu'elle apporte une finesse d'impression exceptionnelle, cette technique est très populaire pour retranscrire
la translucidité de l'aquarelle en gravure. Et ce procédé nécessite cependant une grande maîtrise technique et davantage de temps de production, en particulier pour de si grandes plaques, ce qui va par la suite se répercuter sur le prix de vente des planches. Dans un second temps, la couleur est apposée à la main, à l'aquarelle, par des ouvriers et des ouvrières de l'imprimeur, ce qui va expliquer les variations possibles de coloris entre chaque planche de chaque exemplaire. Donc ici, de façon paradoxale, ce sont les oiseaux dont le plumage est le plus blanc qui vont produire des planches les plus colorées. C'est le cas ici pour une des plus spectaculaires planches de l'ouvrage, celle du faucon gerfaut. Cela s'explique en fait par une contrainte technique assez simple pour Audubon, c'est comment restituer l'incolore finalement en peinture. Donc Audubon va recourir principalement aux aplats colorés, donc ici on voit avec le ciel, et puis pour apporter un effet de contraste et créer de la profondeur. Donc on a beaucoup de chance ici parce que l'exemplaire dont on dispose à Besançon a conservé toute sa fraîcheur en termes de coloris et on peut apprécier la qualité très picturale de la mise en couleur des planches, en particulier au niveau des dégradés de bleu et puis des modelés du plumage et du corps des oiseaux. Ces caractéristiques techniques vont faire de l'œuvre d'Audubon, en plus d'être un objet de science, un objet d'art, un objet de luxe. Collectionnés par une clientèle amatrice d'art comme de science, les oiseaux d'Amérique sont d'ailleurs utilisés pour leur valeur d'apparat dans les soirées mondaines.